Donc, bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire d'analyse technique de niveau 1, donc destiné aux débutants. Le but aujourd'hui sera de vous donner une première approche de cette discipline qui est très vaste, mais dont la connaissance des bases est en tout cas indispensable lorsqu'on souhaite investir sur les marchés boursiers. On essaiera donc de voir un petit peu ce que renferme cette discipline aujourd'hui, tout simplement, à travers les notions de tendance, de support, de résistance, de volume, d'études sur les volumes. On mettra l'accent sur les principales figures graphiques et on passera également en revue quelques indicateurs techniques, pardon, les plus courants, les plus communs. Enfin, on abordera également les chandeliers japonais, qui est une composante assez importante de cette discipline. Alors évidemment, cette formation, vous l'aurez compris, ne prétend aucunement être exhaustive. Ce serait impossible, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous permettra d'acquérir les notions de base nécessaires à la bonne compréhension de nos webinaires de niveau supérieur. Voilà, donc on peut tout de suite commencer par donner tout simplement une définition de l'analyse technique, qui peut être définie comme étant l'étude de l'évolution d'un marché, principalement sur la base de graphiques, dans le but de prévoir les futures tendances. Donc je vais m'arrêter un petit peu sur cette définition et on va essayer de comprendre ensemble ce qu'elle renferme. Alors tout d'abord, je m'arrêterai sur la notion de sous-jacent. C'est un point important car effectivement, l'analyse technique s'applique à différents types d'actifs, que ce soit les actions, les taux d'intérêt, les devises, les matières premières. Elle s'applique en réalité à n'importe quel type de marché à partir du moment où il existe la confrontation d'une offre et d'une demande. Et c'est vrai que cette universalité, en quelque sorte, est une de ses grandes forces et la rend très attractive lorsqu'on investit sur les marchés boursiers. Deuxième élément important contenu dans cette définition, c'est la vision prospective. Alors le but avoué de l'analyse technique de cette discipline est de prévoir les futures tendances, de prévoir les futures évolutions de cours. Alors bien évidemment, étant donné l'objectif de base qui est très ambitieux, vous l'accorderez, il n'est pas question d'en retracer une évolution future parfaite à 100%, mais d'en faire une estimation la plus proche et la plus précise possible, et basée sur des concepts tangibles et précis, et non pas sur une quelconque voyance ou cartomancie, comme on peut l'entendre de temps en temps. Voilà, donc je vais simplement continuer sur cette définition, car elle renferme en réalité trois concepts, trois éléments chers aux analyses techniques. Le premier, c'est que le marché prend tout en compte, à savoir que tout ce qui peut influencer la valeur d'un bien est à tout moment reflété par le prix de ce bien sur le marché, pardon. Et c'est un élément très important puisque l'analyse technique cherchera donc à étudier la manière dont évolue un actif, mais non pas les raisons de son évolution. On a l'habitude de dire que l'analyste ne se pose pas la question du pourquoi, mais plutôt du quand et du combien. À savoir, il ne cherche pas à savoir pourquoi les cours montent, les prix montent ou les prix baissent, mais plutôt à savoir quand est-ce qu'il va falloir acheter, quand est-ce qu'il va falloir vendre et de combien va être le mouvement, à savoir quelle va être l'ampleur du mouvement à attendre, l'ampleur de la hausse ou l'ampleur de la baisse. Donc c'est vraiment un concept assez particulier. Les deux autres éléments inclus en quelque sorte dans cette définition et sur lesquels il est vraiment bon de s'attarder, c'est la psychologie de marché qui est vraiment un élément très important de cette discipline. La psychologie humaine sur les marchés boursiers, c'est vraiment ça qui fait tenir cette discipline. En réalité, toutes les configurations graphiques ou techniques que nous aborderons par la suite dans cette présentation ne sont que la traduction en fait d'une psychologie de marché haussière ou baissière. C'est parce que ces configurations ont fonctionné par le passé et parce que la psychologie humaine ne change pas, hein, qu'elle est constante au fil du temps, que ces mêmes figures auront tendance à donner les mêmes résultats dans le futur. Donc c'est vraiment très important. Et de là découle d'ailleurs la notion de tendance, d'existence de tendance sur les marchés boursiers. Alors là pour le coup, c'est vraiment la clé de voûte. C'est la clé de voûte de la discipline, hein, la notion de tendance. Sans notion de tendance, sans tendance sur les marchés, eh bien tout simplement la discipline n'existerait pas. Mais
Il suffit de regarder en fait l'évolution des cours d'à peu près n'importe quel sous-jacent, je pense, pour s'en rendre compte qu'il existe des tendances sur les marchés. Et à partir de ce moment-là, tout le travail d'un analyste graphique ou technique consiste à identifier la naissance d'une tendance le plus tôt possible et d'en profiter le plus longtemps possible. Donc ces deux notions, psychologie des marchés et tendance sur les marchés, sont vraiment ce qui fait tenir la discipline. Enfin, dernier élément sur lequel il est bon de s'arrêter, c'est le fait que l'analyse technique est un très bon complément à l'analyse fondamentale. En fait, ces deux disciplines ne s'opposent pas, bien au contraire. L'analyse technique permet d'apporter des éléments que l'analyse fondamentale apporte très difficilement, en termes notamment de gestion du risque, de gestion des positions, de points d'entrée, de points de sortie sur le marché. C'est autant d'éléments et d'informations que l'analyse fondamentale a du mal à fournir. Et c'est aussi en ce sens que l'analyse technique est très utile. Gestion de stop, gestion des positions. Alors ces éléments-là, je n'aurai pas le temps de les développer aujourd'hui dans ce webinaire, dans cette présentation. Mais ils seront développés justement dans les webinaires de niveau supérieur, auxquels évidemment vous pouvez participer, vous pouvez souscrire. Donc continuons avant d'attaquer le vif du sujet, un petit peu la présentation. Quelques mots sur Charles Daux, qui est qui est un petit peu considéré comme l'un des fondateurs de l'analyse technique en fait. C'est lui qui le premier a formalisé, donc à la fin du 19e siècle, qui a formalisé la notion de tendance justement du marché au travers de toute une série d'articles publiés dans le Wall Street Journal dans les années 1900-1902. Donc il s'est rendu compte tout simplement que les valeurs n'évoluaient pas de manière complètement erratique et qu'en faisant une moyenne de l'évolution des valeurs, on pouvait former un indice qui reflétait en quelque sorte eh bien, justement la tendance du marché. À partir de là, il a réussi à dégager trois types de configurations de marché différentes. Donc la configuration haussière, baissière ou configuration neutre dite en trading range. Il a également évoqué la notion de volume en l'incluant dans sa théorie et voilà, en insistant sur le fait que les volumes doivent confirmer la tendance, que la notion de volume est très importante sur les marchés boursiers. Ainsi, par exemple, pour donner simplement un exemple, lorsqu'on est dans un bull market, on considère que les volumes doivent gonfler pendant les périodes de hausse et diminuer pendant les périodes de baisse du marché. Si on a un comportement inverse, c'est que la tendance haussière de fond est clairement menacée. Voilà, donc la notion de tendance, justement, restons-y et approfondissons un petit peu le sujet. L'objectif d'identifier une tendance, c'est tout simplement de se porter acheteur lorsque les cours suivent un trend haussier et inversement, se porter vendeur lorsque les cours suivent une dynamique baissière. C'est assez intuitif, mais il est bon de le rappeler. Donc qu'est-ce qu'une tendance haussière? Qu'est-ce qu'une tendance baissière? Tout simplement, on parlera de tendance haussière lorsque les prix réalisent une succession de sommets et de creux qui sont de plus en plus hauts. Donc on note ici les notions de creux et de sommets qui sont de plus en plus hauts. A l'inverse, une tendance baissière sera définie comme une succession de creux et de sommets qui sont de plus en plus bas. Et enfin, la notion de trading range intervient lorsque le marché, en réalité, oscille entre deux bornes. Le marché évolue à l'horizontale. Le marché est donc, dans ce cas-là, sans tendance. Donc de cette notion de tendance, à partir du moment où on a défini cette notion de tendance, on est tous assez naturellement amenés à parler de l'existence de supports et de résistance. Effectivement, à la simple visualisation d'un graphique, on s'aperçoit qu'il existe des niveaux que le marché a du mal à franchir quand il évolue à la hausse ou qu'il a du mal à enfoncer quand il évolue à la baisse. Et ces niveaux constituent tout simplement des supports et des résistances
plus ou moins fortes selon leur positionnement dans le temps. Par exemple, lorsque on se situe dans un marché haussier, les phases de correction permettent au marché de retoucher un point bas avant de repartir à la hausse. Le marché, en quelque sorte, reprend son souffle avant de reprendre la tendance sous-jacente haussière. Lorsque les prix reviennent sur un seuil, le marché se souviendra qu'un consensus acheteur s'était formé autour de ce point et agira en fait comme un support au marché. Donc l'intérêt évidemment de mettre en évidence ces niveaux de support et de résistance, c'est tout simplement d'avoir des niveaux d'intervention sur le marché. Lorsque les cours approchent d'un support, par exemple dans ce cas de figure, ça peut être une opportunité d'achat. Et identifier ces supports et ces résistances permet également de placer des niveaux de stop, puisque lorsqu'on investit sur les marchés boursiers, il est très important de garder en tête qu'il est toujours impératif de placer des niveaux de stop au-dessus ou au-dessous desquels on considère que notre vue, la vue qu'on avait au départ en tout cas, est invalidée. Donc les supports et les résistances qui sont ici sur cet exemple, ces niveaux de support et de résistance donc agissent à la fois comme des points d'achat ou de vente sur le marché et à la fois comme des zones sur lesquelles on peut placer des niveaux d'intervention, des niveaux de stop. Alors, ces niveaux de support et de résistance n'ont évidemment pas tous la même importance. L'importance d'un niveau de support et de résistance se définit selon différents critères. Le premier, c'est tout simplement le niveau. En fait, on remarque souvent que les niveaux de support ou de résistance se situent sur des niveaux entiers et des multiples de type 10, 20, 50, 100, 500. On parlera en fait de niveaux psychologiques, de seuil psychologique que le marché a enregistré en fait et qu'il garde en mémoire. Deuxième élément très important, c'est le nombre de rebonds. Bon, là, c'est assez intuitif. Plus la fréquence des rebonds sur un support est élevée, et plus il sera considéré comme significatif. Ça signifie en fait qu'à plusieurs reprises, les acheteurs ont considéré ce niveau de prix comme un niveau attractif pour se porter acquéreur des titres. Et donc, il sera d'autant plus difficile de venir enfoncer ce support. Donc, le nombre de rebonds est très important. L'amplitude des rebonds, troisième élément. Plus l'amplitude du rebond est significative au moment du contact sur le support, et plus le niveau de support est à garder en mémoire et sera considéré comme important par les investisseurs. Les raisons en fait sont les mêmes que pour le nombre de rebonds. Les explications, c'est le fait que la pression haussière ont été très fortes lors du test du support. Si l'amplitude au moment du test est très importante, ça correspond en fait, ça témoigne du fait qu'un consensus important s'est formé autour de ce point, et donc que le marché aura tendance à garder en mémoire ce niveau, que ce soit un niveau de support ou un niveau de résistance. Voilà, et enfin, dernier élément, l'antériorité. L'antériorité, donc là c'est aussi assez intuitif. Donc plus un niveau de support en fait a réussi à limiter la baisse du marché dans le passé, lorsqu'on se passe dans un cas de figure de support, et plus ce niveau sera significatif et ancré dans la mémoire des investisseurs. Je rajouterai également que les volumes sont également une autre façon de mesurer la signification d'un support ou d'une résistance. Ainsi, par exemple, si on se place dans un exemple où les cours sont orientés à la baisse et approchent d'un niveau de support important, par exemple, si cette approche ou ce contact s'effectue dans des volumes significatifs, ça voudra dire que les vendeurs sont en train de clôturer massivement leur position. Dans ce cas-là, soit les acheteurs arrivent à endiguer l'excès de titres vendus, et à ce moment-là, ça provoquera le rebond des prix, du titre ou de la devise, la matière première, peu importe. Soit ils ne portent plus suffisamment d'intérêt au titre, et à ce moment-là, le support sera cassé. On peut donner simplement un exemple sur l'indice CAC 40. Donc on voit très clairement sur ce graphique, c'est juste pour vous montrer le niveau
pour vous donner un exemple de tout ce que j'expliquais un petit peu précédemment, le niveau des 2500 points sur l'indice CAC 40 réunit beaucoup de conditions de ce qu'on appelle un niveau important. Il y a à la fois un niveau psychologique, un seuil psychologique, niveau des 2500 points, ce que je vous disais, un niveau rond, à la fois